Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans votre journal de ce jeudi 6 août 2020. Dans l'actualité aujourd'hui, après la catastrophe qui a touché Beyrouth, la capitale du Liban, le stockage de produits dangereux, voire explosifs, suscite des inquiétudes. Qu'en est-il en Polynésie? Ce soir, nous vous proposons de faire un point sur le déménagement des cuves d'hydrocarbures et de gaz de Mututa. Une baleine percutée par le bateau Teriv'au. Cela s'est produit il y a 2 jours à la passe de Moorea. Accusé par certains d'avoir navigué trop vite, le capitaine dit avoir réduit sa vitesse et doublé de vigilance. Nos journalistes l'ont rencontré aujourd'hui. C'est un virtuose du piano. Il s'appelle Viriamu Iteteta et il vient d'être reçu au prestigieux concours du Conservatoire supérieur de Paris. Dans ce journal, vous allez découvrir un artiste talentueux et humble. À Uapau, le centre de vacances de la vallée de Hakahitau s'est achevé. Il a eu lieu pendant tout le mois de juillet et c'était l'occasion pour les enfants des différentes vallées de l'île de se retrouver hors période scolaire. La gigantesque explosion sur le port de Beyrouth au Liban a forcément fait ressurgir, au niveau local en tout cas, la question de la sécurité du port de Papeete, situé à quelques encablures de la ville. Un déménagement des réservoirs les plus proches et des navires pétroliers est en cours. Il a débuté depuis 2016, mais a pris du retard. Le principal problème de sécurité concerne les dépôts de gaz. C'est en tout cas ce que dit un rapport officiel que nous nous sommes procurés. Thierry Stampfler et Hiro Terorotua. Le port de Beyrouth et ses décombres encore fumants. Une catastrophe, même de moindre ampleur, est-elle possible à Papeete? Non, si l'on en croit la direction du port autonome. Il pourrait y avoir des matières dangereuses qui arrivent sur le port. Je veux dire, ne serait-ce que des explosifs ou des choses comme ça, ou de l'engrais. Ça ne reste pas sur le port. Je veux dire, ça arrive en container, ça part directement. Il n'y a pas de stockage de matières dangereuses sur le port. Pas d'engrais explosifs comme à Beyrouth donc, mais des cuves d'hydrocarbures et des sphères de gaz à quelques centaines de mètres du centre-ville. En 2015 a été signée une convention entre le pays, l'État et les pétroliers prévoyant le démantèlement des cuves les plus proches des habitations. Les travaux ont pris du retard, mais cette partie des installations sera déménagée définitivement vers la digue Est avant la fin 2021. Mais selon les pétroliers, les cuves de carburant ne représentent pas un véritable danger d'explosion. Un dépôt d'hydrocarbures a tendance à brûler, non pas exploser. Puisque ce qui explose, ce n'est pas ce genre de, on va dire, de produit. Le carburant, que ce soit le jet, le gasoil ou l'essence, brûle. Donc là où nous sommes aujourd'hui implantés depuis maintenant plus de 30 ans, c'est un dépôt qui est entouré par la mer, aussi bien par le Grand Large que par le lagon. Donc le produit, s'il devrait demain avoir un incendie, ça brûlerait, ça n'endommagerait rien aux alentours, puisqu'on est entouré de l'océan. Et pourtant, juste à proximité, la présence des sphères de gaz inquiète encore plus. Nous avons cherché sans succès à interroger aujourd'hui Gaz de Tahiti. Car la rédaction de Polynésie la Première dispose d'un rapport officiel datant de 2001, document rédigé par 2 inspecteurs de l'administration et un officier de défense et de la sécurité civile. Leur étude est très alarmiste sur les sphères de gaz inflammables, qualifiées de risque le plus redouté. Le rapport décrit un cercle de 1,250 km autour des sphères, large zone dans laquelle les conséquences pourraient être mortelles en cas d'explosion pour les personnes présentes. On trouve dans ce cercle le port, ses bureaux, ses commerces, des hôtels, des écoles et même une partie du centre de Papeete. Malgré l'existence de ce rapport, une délibération en novembre 2018 du conseil d'administration du port étend pour 30 années supplémentaires l'occupation du site actuel par Gaz de Tahiti. Je vous rappelle que ce rapport date de 2001. Nous interrogerons bien sûr dès demain les différentes autorités sur ce qui a pu être fait depuis. Un baleineau, une baleine, on ne sait pas exactement, aurait été percuté mardi par le Teriv'au à l'entrée de la passe de Moorea. Beaucoup de rumeurs ont circulé, et notamment le fait que le bateau allait très vite, ce que dément formellement le capitaine. Mise au point et séance de rattrapage pour les consignes d'approche des cétacés dans ce reportage de Brigitte Olivier et Jacques Damour. D'abord les faits. Mardi 4 août, en fin d'après-midi, le Teriv'au entre en collision avec un cétacé. Un baleineau, le capitaine n'y croit pas, il l'a effectivement vu jouer à l'entrée de la passe et averti par son collègue de l'Aremiti, il est entré dans le lagon à vitesse très réduite. Il pense plutôt que la mer a tapé la coque du bateau en remontant. Dene
À notre approche de la passe de Vaiare, j'ai bien vu le baleineau à la droite du bateau et j'ai été surpris lorsque la mer du Petit est remontée d'un coup à la surface. J'ai donc mis les moteurs au point mort. À ce moment-là, j'ai espéré qu'elle replonge dans les profondeurs, mais ce qui n'a pas été le cas, car j'ai ressenti un choc sur la coque du bateau. Elle devait sûrement remonter à la surface à ce moment-là. Ensuite, pas de traces apparentes de cette collision. Le reste n'est que rumeur, mais ce n'est pas la première fois qu'une baleine est heurtée par une navette maritime dans le chenal. Et ce sont souvent des baleineaux, comme l'a constaté Agnès de l'association Matatora. Ils sont moins rapides, ils plongent moins vite, moins longtemps, moins profond que l'adulte. Ils ont du mal à évaluer la vitesse et la direction du bateau. Donc voilà, ils sont beaucoup plus vulnérables aux collisions. C'est un peu comme si tu mettais un bébé sur l'autoroute, il va voir les voitures passer et il n'aura pas le temps de se dégager. Depuis 3 ans, les navettes sont équipées d'un système de vigie, système qui ne garantit pas la sécurité des cétacés à 100%, notamment parce qu'ils plongent souvent. Alors en ces temps de migration des baleines, il y a une règle d'or à appliquer par tous, en toutes circonstances. Tous les usagers de la mer sont sujets à des collisions avec les baleines, aussi bien les jet skis, tous les bateaux. Il n'y a pas uniquement les ferries qui peuvent être sujets à avoir des collisions. Il faut absolument penser à réduire sa vitesse. La vitesse est le facteur principal de collision et surtout dans les passes, dans les lagons en saison des baleines. Distance et lenteur sont donc préconisées en ce moment dans les eaux de la Polynésie quand les baleines se montrent pour que nous puissions continuer à les accueillir. Si vous voulez vraiment les observer, regardez-les à la télé. C'est comme ça qu'on les voit le mieux. Je vous propose maintenant un petit tour d'horizon de l'actualité du jour avec la condition féminine autochtone, la rencontre des maires avec le haut-commissaire et le gouvernement et la présentation des lauréats du concours de Polynésie, la première. C'est un sujet préparé par Heidi Enko sur des images de Mirko Vonfo et Jacques Damour. Les femmes autochtones, un laboratoire d'idées pour demain, c'était le thème de la conférence organisée hier soir par le Conseil des femmes de Polynésie en collaboration avec l'association en terre indigène. Une invitée de marque était présente pour partager son vécu, la réalisatrice Anne Pastor. Écouter les femmes autochtones et construire un futur ensemble, tel est son combat. La société polynésienne détient un triste record, près de 3 femmes violentées par jour sur une population d'un peu plus de 300 000 habitants, ce qui fait qu'en termes de ratio, c'est énorme. C'est 2 fois plus qu'en métropole. Maintenant, depuis 35 ans, le Conseil des femmes en Polynésie se mobilise et finalement, grâce au travail des associations, beaucoup est fait pour la femme, en particulier au centre Puoteo, mais pas que. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a un réveil quand même général de la part de la société qui ne peut plus ignorer ces oubliés et ces invisibles. Œuvrer ensemble pour le bien des Polynésiens, c'est en substance le message transmis par le gouvernement, tout comme le haut-commissaire, lors de la réunion organisée avec les maires aujourd'hui. Les aides disponibles en numéraire, mais aussi en conseil et logistique, la crise sanitaire de la Covid, les défis à relever pour les nouveaux élus sont d'autres thèmes abordés. Une grand-messe toute particulière à 2 mois des élections sénatoriales. Je crois qu'il est essentiel, effectivement, qu'on les informe, surtout sur certains sujets comme la Covid, comme les moyens qui sont pris aujourd'hui pour protéger les populations. Et puis, le sujet de l'école qui arrive maintenant, la rentrée des classes est la semaine prochaine. Mais les communes reçoivent déjà des aides de fonctionnement de l'État, c'est une bonne partie de leur budget. Il y a des subventions de l'État pour la réalisation de leurs équipements. Donc on va continuer, d'autant plus qu'on va travailler dans les semaines et les mois à venir dans le cadre d'un plan de relance, plan national, mais qui sera décliné ici en Polynésie. Et on travaille aussi une contractualisation, je dirais, des outils financiers qu'on peut mobiliser ici en Polynésie française, entre pays États, mais où les communes seront également associées. Herevai, Kalin, Heyari et Arihoe, les 4 lauréats du concours Polynésie la première, s'ouvrant sur 2 ans de formation avec l'IJBA, l'Institut de journalisme de Bordeaux-Aquitaine, ont été présentés officiellement aujourd'hui aux médias polynésiens. Ils étaient 92 candidats, puis plus que 10 pour l'oral devant le jury.
Ces 4 jeunes débuteront leur formation début septembre. Ils se formeront en cours théorique, mais aussi sur le terrain, auprès de nos équipes, avant de perfectionner leurs acquis lors de stages dans les Outre-mer et à France Télévisions. Et on espère que l'un d'eux se trouvera peut-être ici dans quelques temps. Il s'appelle Viriamou Itetet'a. C'est un jeune pianiste plein de promesses qui vient d'être reçu au prestigieux concours du Conservatoire supérieur de Paris. Ce virtuose, dont les premières notes ont été données ici au Conservatoire artistique de Polynésie, est aussi humble que talentueux. Stéphane Ratino et Mirko Vanfou. Une conjugaison de l'âme dont la mémoire n'est pas la seule clé. Non, il y a un infini de nuances naissant sur le clavier, les heures sans cesse à jouer, en peaufinent les vertus harmoniques. Puis il y a ce jeune homme, Viriamou, visage à peine sorti de l'enfance et déjà le charisme d'un grand. Toute sa lucidité, sa finesse créative font corps avec l'instrument. Ils ne sont qu'un, et la joue du violon dessine un monde de perfection. Ils invitent aux grandes échappées de l'esprit. Aujourd'hui, Paris les attend. Sa puissance sonore, surtout, et sa musicalité, bien évidemment. On vient, par exemple, de Polynésie, on arrive en métropole et on se dit « Qu'est-ce qui se passe ? Il y a plein de grands conservatoires. » D'un coup, on se sent un peu petit. Et au final, quand on passe le concours, bon, on réussit pas, donc on repasse. Deuxième fois, c'est la même chose. Donc là, on repasse une troisième fois. Et au final, à force, on se dit que si on a réussi, c'est que c'est peut-être pas non plus forcément si extraordinaire que ça, et que donc beaucoup d'autres personnes peuvent réussir ce concours. Une modestie dont l'enfant timide de jadis ne s'est jamais départi. Le voici devant son conservatoire avec l'ami Joachim, lui sélectionné à Lausanne en violoncelle. Ils se sont retrouvés ce matin. Une évidence, l'on revient toujours là à la source de ses émotions. Au pays de l'enfance, pas un pèlerinage, une idée, dessiner l'horizon. C'est une deuxième maison, quoi. C'est un lieu où il y a eu une deuxième éducation en plus de celle de mes parents et tout. Donc ouais, deuxième foyer. Ouais, quand on se rencontre, on parle de projet tous les deux parce que vous étiez quasiment ici au même moment avant de partir au loin. Vous avez parlé de projet ? Oui, on a parlé de projet. Je voudrais bien revenir ici pour transmettre un peu notre passion. Jouer comme on respire, se soit même saisi dans l'effort par l'esprit qui n'abdique pas. Jouer, pousser jusqu'au point ultime du talent, la partition. Ça me permet d'être libre, je voudrais dire. Ça permet de s'évader, de penser à autre chose, d'être vraiment dans sa bulle, d'être en osmose avec la musique. Le monde s'ouvre à Viriamou. Les humains sont grands et beaux quand ils jouent. Le salon de la rentrée a ouvert ses portes aujourd'hui. Du côté du parc Mam'o à Papeete, le port du masque pour accéder au site est obligatoire. Les gestes barrières doivent également être respectés. C'est une exigence des organisateurs, autant vis-à-vis des visiteurs que vis-à-vis de la centaine d'exposants présents. Sur place, vous pourrez trouver des stands dédiés au shopping de rentrée, mais aussi une partie réservée aux activités associatives et sportives. Aude Pasquier, directrice de DB Tahiti, est au micro de Hiro Terorotu. On est content parce que pour une ouverture un jeudi, on a vu quand même du monde ce matin. Et là où j'étais vraiment satisfaite, c'est que le message est bien passé, puisque j'ai demandé à chaque personne de venir avec un masque. Et effectivement, à l'entrée, dès 9h ce matin, les gens avaient leur masque. On a nos hôtesses qui sont en place, qui distribuent du gel. Et au cas où, on a des masques à vendre également pour ceux qui n'auraient pas pensé à en prendre. L'occasion d'effectuer ce rappel des gestes barrières comme chaque soir. Pensez à vous laver régulièrement les mains au savon, de tousser et d'éternuer dans un mouchoir à usage unique. Évitez les poignées de main et aussi les embrassades. Et si vous avez des doutes sur votre état de santé, n'hésitez pas à composer le 40 45 50 00 ou tout simplement le 15. À Raiatea, c'est hier que s'est achevé un stage pour lutter contre l'obésité infantile. Plusieurs jeunes y ont participé. Ils étaient même venus de Bora Bora, Huahine et Ta'a. Il s'agit en fait d'un programme lancé il y a 2 ans, baptisé Faito Tano,
traduisez le bon poids. Près d'une centaine de familles des îles sous le vent en bénéficient. C'est un programme pluridisciplinaire soutenu par le ministère de la Santé et la CPS. Il a même permis à certains d'entre eux de perdre plus de 10 kilos. C'est le cas de Heymana Lefoc, adolescent de Huahine, que vous allez entendre juste après Gwen Zampieri. On constate de nettes améliorations chez les enfants suivis à l'hôpital d'Outouroi depuis, maintenant, comme tu le dis, depuis maintenant 2 ans. Ils ont tous amélioré leur performance sur les tests de contrôle. Et au-delà de ça, ils sont mieux dans leur peau. Il y a un mieux-être qui est flagrant. Ça fait combien de temps que tu fais ça? 2 ans, on va dire, à peu près 2 ans. Tu as perdu beaucoup de poids, tu te sens mieux? On va dire à peu près 10 kilos et c'est agréable. Si je peux arriver, tout le monde peut y arriver. Voilà un exemple à suivre. On reste dans les îles, mais on prend la direction des Marquises et de Uapau. Chaque mois de juillet, dans la vallée de Hakahetau, un centre de vacances est implanté. C'est un bon moyen pour les enfants de sortir du cadre familial et de se retrouver avec d'autres enfants venus des autres vallées. L'occasion aussi pour les animateurs de mettre en pratique leurs connaissances. Le reportage de notre correspondant Lionel Tehamouana. Nous sommes à Hakahetau sur l'île de Uapau. Chaque année, pendant le mois de juillet, la vallée accueille un centre de vacances. Pendant 19 jours, une trentaine d'enfants de 5 à 14 ans de Hakahau et de Hakahetau ont vécu ensemble. Pour la directrice du centre, c'est une expérience irremplaçable, celle d'une vie en communauté. C'est un moyen pour nous de découvrir soi-même par rapport à son camarade, à son ami, à son collègue, à son frère ou à sa sœur. Et ça nous permet aussi de grandir avec les problèmes qu'on traverse. Personnellement, c'est parce que si on est timide, on ne va pas rester toute la vie timide. À la veille de la clôture, c'est l'agitation au sein du centre. De la musique, des chorégraphies, les enfants se préparent pour le spectacle. Ce soir, on fait notre soirée de vente, on montre nos danses aux parents, vu que demain c'est notre dernier jour avec les enfants. C'est pour ça qu'on prépare tout ça pour montrer aux parents ce qu'on a fait pendant 3 semaines. Des souvenirs plein la tête. Les enfants auront encore une dizaine de jours pour profiter des vacances en famille avant la rentrée des classes. Et rentrée des classes qui s'effectuera donc à partir de la semaine prochaine. Le rappel de l'information principale, vous le savez, après la catastrophe qui a touché Beyrouth, la capitale du Liban, le stockage de produits dangereux, voire explosifs, peut susciter des inquiétudes en Polynésie. À Motouta, le déménagement des cuves d'hydrocarbures et surtout de gaz doit être impérativement effectué car d'après un rapport de 2001, une explosion sur le site pourrait avoir des conséquences sur un rayon d'1,5 km. Dans la presse écrite, demain, la dépêche de Tahiti vous emmène à la découverte de Orohina. Tahiti Info parle nature aussi avec les teintures que l'on peut trouver dans nos jardins. Quant au bimensuel Tahiti Pacifique, il revient sur l'affaire Jacques Méraud, les raisons de la chute. C'est la fin de cette édition d'information. Merci d'être fidèle au rendez-vous chaque soir. À suivre la traditionnelle rétro du Heiva, puis juste après 2 épisodes de la toute nouvelle série de Bay. Demain matin en radio, Axel Mézinel et Abinera Tematahotoa pour vos matinales. Quant à moi, je vous retrouve avec grand plaisir demain. Bonne soirée. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.